C'est la saison 4 des mystérieuses cités d'or. Wow. Ça commence à dater un petit peu, ça, hein. Bonjour, bienvenue pour cette reprise de Réac après tout ce temps. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, qui suivent ma chaîne depuis pas forcément plus longtemps que d'autres, je fais un petit peu le topo. Dans des temps immémoriaux où le monde n'avait pas encore éclaté, j'avais lancé une série de réactions à chaud sur la série Les Mystérieuses Cités d'Or, donc la première saison sortie dans les années 80, et les saisons 2 et 3, toutes fraîches, entre guillemets, qui sont sorties 30 ans plus tard, et disons que ouais, il y avait une petite baisse de qualité. À la fin de la saison 3, je me suis dit, tiens, on va attendre que ça sorte, cette saison 4, et puis bon, comme ça a été lancé, ça va pas non plus attendre trop longtemps, et ben si, ça a attendu un petit moment, quoi. Si je fais le topo, en fait, ils ont été relativement consistants parce que si on compte bien, ils ont mis à chaque fois 4 ans à sortir la nouvelle saison après la saison 2. Donc pour la saison 3 et la saison 4, ça a été le même principe. Autrement dit, ouais quoi, c'est un truc que j'attendais à un moment donné parce que c'est la seule série de vidéos presque pour l'instant que je n'ai pas terminé. On reviendra sur Steven Universe futur, rassurez-vous, dans pas très longtemps. Et voilà, j'étais un peu impatient de terminer ça, même si je vais reconnaître un truc, étant donné que ça fait plus de 2 ans que je me suis penché sur les saisons précédentes, c'est pas impossible que je sois un petit peu rouillé par rapport à ce qui s'est passé avant et que je retienne pas de façon si assidue certains éléments qui ont été mis en place, poussés par rapport à mon ressenti pour cette saison 4. Hein. C'est pas impossible que ça joue à la faveur de cette dernière saison, dira-t-on. En tous les cas, voilà, on est parti pour conclure les mystérieuses cités d'or après tout ce temps, enfin, et on commence avec la Libella, un endroit qui existe, hein, un vrai endroit de l'Afrique, et ça permet de revenir un petit peu sur donc le ton de cette saison et certaines petites choses qui risquent de m'ennuyer un petit peu. Alors bon, déjà, ça va se passer en Afrique, en tout du moins le début de cette saison-là, puisque déjà on a un générique au ton très africain, plutôt entraînant, c'est pas mal cette variante-là, hein, j'ai apprécié, pas trouvé si sensationnel que certains le disent personnellement, mais c'était sympa à écouter, et ouais, le problème, les craintes que j'ai avec ça, c'est que voilà, il reste 3 cités d'or. 3 cités d'or sur 7, et en une saison pour conclure ça, j'ai un peu peur que ce soit, que ça fasse rusher sur certains points. Je sais pas trop, c'est pas impossible qu'ils fassent la 5 et la 6 et que la 7 ils la rush, qu'ils disent que ouah, en fin de compte c'est la finalité et donc dès lors qu'on a trouvé les 6 premières, paf, tout de suite on a la dernière, ça me surprendrait pas qu'on fasse un truc comme ça. Alors, en tout cas, ouais, on va être en Afrique. Pour l'instant, c'est pas la culture avec laquelle je suis le plus familier, c'est sûr, hein, on verra un peu ce que ça donne. Et on commence avec une ville qui existe vraiment, la Libella, où on va essayer de jouer sur une construction, une excavation qui a été faite à cet endroit-là, hein, où ils ont construit une espèce de temple particulier, et on va essayer de lier ça évidemment à la cité antique de Mu, et les cités d'or, etc., etc. Et ça commence sur Ambrosius Zarès, qui survole cette petite cité du désert et qui utilise une invention de Tao, les grenades de sommeil. Voilà, c'est bien pour appuyer aussi le fait que je suis plus sûr que ça a vraiment été montré ou pas dans les saisons 2 ou 3. Sans doute, j'essaie de me souvenir, de me remémorer d'un moment de la série où ça a été mis en place. Sans doute que ça a été, mais voilà, une fois de plus, des détails comme ça, c'est pas impossible que je les zappe. Alors n'hésitez pas à me reprendre. N'hésitez pas à me reprendre. En tout cas, il utilise donc ces grenades de sommeil pour endormir toute la cité et faire quelque chose, on sait pas trop quoi. Et donc, on coupe sur nos héros qui se demandent mais qu'est-ce qu'il va faire Ambrosius maintenant qu'il a ce super double médaillon complètement pété, sorti de nulle part et incohérent avec la logique Mu et Atlante. Et qu'est-ce qu'il va faire le gars, qu'est-ce qu'il va accomplir, qu'est-ce qu'il va chercher
à faire avec les cités. Il a désormais totalement le champ libre sans avoir besoin de Esteban et Zia. Et c'est là que Tao intervient en disant « Ah, rassurez-vous, nous avons quelque chose et que lui n'a pas. » Et c'est quoi? Et il n'a pas un Akal aussi génial que moi pour le guider. Nous aurons toujours une longueur d'avance sur lui. Super. On reconnaît bien le Tao des saisons 2 et 3. Hein, vous l'avez pas lâché celui-là. Premier dialogue avec Tao. Familier, hein, désagréable comme son habitude, hein. Donc, ouais, hein, ça remet bien dans le bain, dira-t-on, cette petite partie-là. On passe aussi un petit peu de temps sur Mendoza qui soupire de sa bien-aimée Isabella Laguerra. Parce qu'il se pose des questions. Est-ce que je peux lui faire totalement confiance, hein? Je sens qu'il y a quelque chose entre nous, mais quand même, l'heure Exarès, pourquoi? Et j'espère une fois de plus qu'on aura une bonne explication à ça, puisque oui, on passe aussi encore un petit peu plus de temps sur Zarès rapidement dans sa nef, où il vise, vient donc sur sa projection hologramme qu'on avait déjà vu avant dans les saisons précédentes, une espèce de porte spéciale que son double médaillon lui permettra d'ouvrir, qui lui mènera à un indice pour trouver la 5e cité d'or qui contient le plus grand trésor de Mu, et il clame une fois de plus que c'est un grand méchant. Grâce à ça, les rois se plieront devant moi, je contrôlerai le monde. Voilà, maintenant qu'il a totalement fait son coming out de grand méchant, il peut se permettre de partir dans ce genre de truc. Hein. Voilà, enfin bon. Il y a donc Laguerra qui l'observe un peu dubitative et je me pose la question pourquoi elle le suit comme ça. J'espère qu'on aura une bonne explication, une fois de plus. Hein. On a mis le petit mystère là-dessus à la fin de la saison 2, 3. Et je suis impatient de voir ce qu'il en sera, en espérant que ce soit satisfaisant. En espérant. En tout cas, voilà. Il y a Zia qui finit par avoir une idée, c'est celle d'utiliser les cartes de ravitaillement qu'ils ont piquées à Ambrosius la dernière fois dans la saison 3. Ça aussi, je me souviens de ce détail-là. Et grâce à ça, ils parviennent un petit peu à situer le prochain endroit où Ambrosius compte se rendre. Donc, son prochain point de ravitaillement le plus proche, c'est la Libella. Et se disent ok on y va, tandis que Tao est un petit peu décontenancé, un petit peu énervé parce que il n'a pas vu ça venir. On va essayer de jouer là-dessus. C'est pour ça que je vais mettre un petit bémol sur le problème que ça pose pour l'instant. Faudra voir les épisodes suivants, j'en parlerai. En tout cas là, il se dirige vers la Libella et découvre donc toute la populace qui a été endormie par les grenades de sommeil de Tao. Et dans un sens, il doit être plutôt soulagé parce que quand même grâce à lui il a trouvé un moyen de les mettre HS sans recourir à la violence, Ambrosius. C'est plutôt pas mal. Hein. Sait-on jamais si ça se trouve, il aurait pu être beaucoup plus violent et sanglant si il n'avait pas eu cette technologie-là. Donc dans un sens, hein, il y a un positif à en retirer. Bon, il se fait pas cette réflexion-là, j'aurais pas été contre, mais bon, il se fait pas cette réflexion-là. Et alors que tout le monde essaye d'aider un petit peu, que Sancho et Pedro font les cons, et je vais pas m'étendre là-dessus, c'était naze. Il y en a aussi une petite scène avec Pichou qui essaye de prendre un verre sur le sol, mais il y a un rat qui veut lui piquer, donc il lutte un petit peu. C'est con, c'est du remplissage pourri, comme on en voit malheureusement un peu trop souvent, et c'est pas drôle. Ça ralentit le rythme, voilà. Hein, si c'est ce genre de truc, une fois de plus, sur lesquels on va se centrer par rapport à ces personnages-là, une fois de plus, je vais clairement pas les apprécier une seule seconde. Hein. Nous sommes bien d'accord, hein, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc, il va y avoir Zia et Mendoza qui s'occuperont un petit peu des gens pour les aider à se réveiller de cette attaque-là. Le chef du village, je crois, qui finit par renseigner Mendoza sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Ambrosius était déjà venu avant pour visiter un petit peu leur temple un petit peu sous terre qui a été excavé pour voir certaines peintures dessus, et ils se demandent un petit peu ce qu'il en est, pourquoi il fait ça. Et pendant ce temps-là, il va y avoir Tao et Esteban
qui vont un petit peu fouiller l'endroit et tomber sur ce temple. Et au passage, personne d'autre ne le trouvera. Il va y avoir Zia au bout d'un moment qui dira mais où ils sont passés, je les trouve pas. T'as essayé de rechercher un tout petit peu plus loin parce que tu aurais vu ce temple et tu te serais dit ah oui, forcément il doit être là. Non, elle fait pas gaffe, elle le voit pas. Ok, donc ouais, Tao Esteban visite ce fameux petit temple pseudo-souterrain et finiront par tomber sur une machine un petit peu étrange, avec un dialecte mu écrit dessus. Il va falloir m'activer pour avoir le message que vous voulez. Hein, et donc, Tao se dit, ouais, laisse faire le Nakal, je m'en charge. Et donc, il tripatouille un petit peu les leviers, tout ça, sans réfléchir plus que ça. Il va au feeling, j'ai l'impression. Il n'y a rien qui a appuyé un tant soit peu une méthodologie dans sa façon d'aborder ça. Donc, ouais, c'est vraiment au feeling, hein, c'est un peu l'impression que ça donne. Tandis que Esteban s'énerve un petit peu, dit ok, fais ton truc dans ton coin, et il finit par, en cherchant un tout petit peu, voir quelques peintures murales, notamment une qui représente la fameuse porte en question que cherche Zarès. Ils n'auront pas trop le temps de se poser plus de questions là-dessus, puisque la machine s'enclenche et commence à tout détruire. C'est une espèce de foreuse qui fait aussi une espèce de rayon solaire. C'est ultra puissant ce truc-là. Et c'est là donc qu'il y a un hologramme, un message holographique qui se forme. Et donc au début on peut croire que c'est les Atlantes ou les Mus qui veulent faire envoyer un message à destination de qui veut trouver les cités d'or. Non, c'est en fait Ambrosius qui a posé ce piège pour eux. Ambrosius qui avait prévu que la vanité de Tao le ferait se centrer sur cette machine pour essayer de l'activer et que ça l'enclencherait pour tout faire péter. En gros, hein. Et ouais, quoi, Tao s'est un petit peu dépassé par ça, Esteban cherche un moyen de quitter l'endroit alors que ça commence à s'effondrer, c'est pas si évident que ça. Tao, semble-t-il, finit par avoir enfin un moment d'humilité en se rendant compte qu'il s'est fait avoir. T'avais raison Esteban, j'aurais pas dû insister comme ça. Et alors, je comprends pas très bien ce qui se passe. Bon, ça fait trembler le village, donc Zia et Mendoza sont un petit peu affolés, tout ça. Ils font rien de particulier, hein, ils sont dans leur coin. Et va y avoir, à un moment donné, on passera d'une scène à l'autre où ils finiront par trouver une espèce de trappe avec une échelle qui leur permettra de sortir sur le toit du bâtiment. Alors déjà, est-ce que ça existe sur le vrai temple de la réalité véritable, ça? C'est une petite question à laquelle on n'a pas répondu, mais surtout, j'ai pas fait gaffe, peut-être que c'est moi qui ai cligné de l'œil, c'est pas impossible. À quel moment Esteban a trouvé cette trappe? Ça se tombe plutôt bien, mais voilà quoi. Et alors qu'ils arrivent sur le 3, ça finit de s'effondrer à cause de la machine. Et cliffhanger. On ne change pas une formule qui marche, hein? Parce que si vous vous souvenez bien, cliffhanger, ils adorent faire ça et ils se sont dit tiens, on repart, hein, on peut pas ne pas repartir avec un cliffhanger d'épisode final quoi. Ah non, c'est quand même notre marque de fabrique, donc un cliffhanger où ça s'effondre et on se demande est-ce qu'ils ont survécu ou pas? Et je suis mais totalement sur mon siège là. Est-ce que Esteban et Tao sont morts? Est-ce qu'on va poursuivre l'aventure avec seulement Zia et Mendoza en tant que héros? Oh là 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 là, le suspense est à son paroxysme, je ne sais que penser. Je suis désolé, mais ouais, un suspense aussi gros dont on voit facilement l'issue, ils s'en seront sortis via tel ou tel truc. Ça rentre une fois de plus dans l'approche dramatique facile que cette série depuis la saison 2 adore avoir. Donc, on n'est pas dépaysé, c'est ce que je tiens à dire, on n'est pas dépaysé. Voilà, sinon je ne vais pas parler rapidement, mais donc il y a toujours un documentaire de fin, puisqu'on se centre un petit peu sur la libella à la fin, et il y a toujours Pichou qui fait chier. Voilà, hein, il fera chier jusqu'au bout avec ces documentaires-là, malheureusement. J'aurais peut-être espéré qu'il saute ça, mais non, toujours. Tant pis, en tout cas, voilà, c'est là que ça se termine avec ce suspense. Et bon, en dehors de certaines grossièretés, c'était pas trop mal. Voilà, ça avance de façon acceptable, nos personnages sont toujours fidèles à eux-mêmes par rapport aux saisons 2 et 3, faut qu'on soit d'accord, hein. La saison 1, il y a toujours un petit problème de logique avec ça, et ouais, quoi, on reprend très acceptablement ce qui a été instauré en fin de saison précédente pour qu'on soit pas perdu et qu'on se recentre très vite dans l'action qui a été coupée court il y a 4 ans de ça. Donc c'est bien.
C'est bien. Et ouais, il y a des grossièretés, des trucs un peu chiants, on a toujours les gags autour de Sancho et Pedro qui me gavent. Ça fait partie des trucs qu'on est un peu forcé d'accepter, qui empêcheront très souvent cette série d'aller très loin en niveau qualité, c'est sûr. Et il y a une chose qui me plaît bien, et j'espère qu'on rebondira là-dessus, vraiment, c'est le fait que donc Tao a ce moment d'humilité forcée de la part d'Ambrosius, quoi, où il se rend compte que le fait d'avoir cette vanité de se croire supérieur tellement fort à tout savoir mieux que tout le monde, et ben ça peut amener des problèmes. Et s'il se prend ça dans la gueule et que ça le fait évoluer en mieux par la suite, ce serait cool. Même si c'est clair, de base, il n'avait pas besoin d'avoir à évoluer de ça, parce que dans la saison 1, il n'était pas comme ça du tout, mais si ça peut être un déclic pour lui pour aller de l'avant et être moins gavant par la suite, ça peut être très intéressant. Une façon de rebondir sur ce trait de caractère que vous avez mis en place de façon forcée au début de la saison 2. Très intéressant. Donc ouais, j'espère que vous saurez bien rebondir là-dessus, ça peut être pas mal. Après, est-ce que c'est un grand épisode? Non, je m'attends pas à avoir beaucoup de grands épisodes dans cette saison 4, comme pour la saison 2 et la saison 3. Mais ça démarre très acceptablement. On va voir un peu ce que ça donne par la suite, mais bon, hein, c'est un départ qui est totalement à l'image de la série, correct, avec des choses à redire assez grossières, mais globalement correct. Voilà. Hein, on verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Punaise, ça m'avait manqué de parler de cette série dans un sens. Hein. Allez, bye.